Bonjour à tous, je suis Marius Lebray, je suis kinésithérapeute et doctorant à l'université Grenoble-Alpes et aujourd'hui dans cette capsule je vais vous parler de la place de l'anglais dans l'environnement médical et scientifique, mais aussi que ce soit comme chercheur ou également comme praticien et plus spécifiquement comme kinésithérapeute. Donc dans cette petite capsule, on va aborder différents points. Le premier ce sera la littérature scientifique, ensuite on parlera rapidement de la place des congrès internationaux et quelques conseils pour lire et écrire l'anglais. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent PubMed, qui est le premier moteur de recherche mondial de contenu scientifique qui en fait va compiler quantité astronomique d'informations, toutes catégories confondues, et que quand on regarde, donc c'est là-dessus que vous allez faire vos recherches scientifiques, vos recherches en littérature, quand vous avez une question à laquelle vous voulez répondre. Et quand on regarde la première page, on se rend compte que tout est écrit en anglais, ce qui est normal puisque c'est un site américain. Et que si on tape un mot-clé français, on n'a pas grand-chose qui sort. Donc, en fait, l'équation de recherche que vous allez taper ici, elle devrait être écrite en anglais. Pour l'écrire, PubMed vous aide, il vous donne des exemples, mais c'est pas suffisant. Un outil qui est extrêmement intéressant pour construire vos équations de recherche, je trouve, c'est le SysMef. Je vais revenir un petit peu en arrière. Le SysMef, voilà, c'est ça. C'est un portail qui est créé par le CHU de Rouen, qui possède un organe qui s'appelle le HITOP. Et dans HITOP, en fait, si vous tapez un mot en français, on vous le donne systématiquement en anglais, avec toutes les déclinaisons possibles. Et je trouve ça assez ingénieux parce que ça vous permet en fait de construire des équations de recherche correctement, sans vous tromper dès le départ, et avoir les bons mots anglophones pour construire vos équations. Voilà un outil que je vous conseille d'utiliser un maximum. Je voulais discuter aussi des guidelines, d'accord, et des sociétés savantes. Alors les sociétés savantes internationales, elles ont l'habitude de publier régulièrement des updates de leurs guidelines. Les guidelines sont des recommandations de bonnes pratiques qui sont basées sur un consensus d'experts qui a fait au préalable une revue de la littérature, sur PubMed par exemple, qui a regardé tout ce qui se disait dans la littérature, et qui vous dit ensuite, qui vous recommande telle ou telle pratique basée sur un niveau de prof. Toutes ces guidelines, elles sont éditées en langue anglaise. Elles sont éditées en langue anglaise puisque les sociétés savantes, les grandes sociétés savantes sont anglophones en général et elles utilisent la plupart du temps leurs journaux propres pour publier leurs guidelines. On parle ici de journaux internationaux avec des comités de relecture qui sont indexés sur PubMed et donc de assez haut niveau et donc en anglais. C'est souvent lié. C'est pas parce que c'est anglais que c'est bon niveau, mais en général quand c'est de bon niveau c'est anglais. D'accord ? Donc vous pouvez aussi bien sûr avoir des journaux qui ne sont pas anglophones qui sont de bon niveau, je vous dis pas le contraire, mais en général le plus haut niveau de science est publié en anglais. Et les guidelines aussi. Si vous voulez savoir ce qui est recommandé dans votre pratique, dans votre spécialité de pratique, eh bien, il va falloir en fait avoir accès à ces guidelines qui sont en anglais. Bien que les grandes sociétés savantes soient anglophones, il y a aussi bien sûr en France des sociétés savantes et des recommandations en français pour guider notre pratique. En revanche, force est de constater que en physiothérapie, le niveau scientifique est plus élevé que dans certains pays, qu'en France, comparé au niveau en France. Et c'est pour ça que je pense qu'il est primordial de pouvoir accéder et de s'informer des guidelines, des nouvelles guidelines éditées en anglais, et que par certaines grandes sociétés anglophones, et que bien sûr ça doit être en complémentarité des guidelines françaises, des recommandations françaises, mais que c'est nécessaire, c'est primordial que vous ayez accès à ces informations nécessairement publiées en anglais.
Donc ces grandes sociétés savantes, elles font pas que d'éditer des guidelines, elles organisent aussi des grands congrès. Et dans les grands congrès internationaux, on y présente des grands résultats euh, d'études, d'accord? On présente les grands résultats des recherches. Et eh bien, pour cette raison, vous allez devoir maîtriser un minimum l'anglais, au moins le comprendre, et puis en parler un petit peu si vous désirez échanger avec tous ces experts qui vont venir présenter leurs résultats. Si vous allez en session plénière, vous allez écouter quelqu'un parler d'un sujet qui vous intéresse, euh, il y aura probablement des traductions, ça arrive, parfois non, parfois oui. Et ces traductions, j'ai constaté qu'elles étaient de très mauvaise qualité la plupart du temps. Et c'est pour ça que vous êtes bien mieux en général à écouter avec vos oreilles ce qui se passe devant vous plutôt que dans des écouteurs qu'on vous a donnés à l'entrée, en suivant le PPT. Et donc là, ça va vous demander de faire un peu d'effort, bien évidemment. Et vous verrez que vous apprendrez beaucoup avec ça. Au-delà de la compréhension de l'anglais, il y a la lecture. Et le premier rempart auquel sortent les étudiants et les professionnels, ça reste la lecture. Puisque c'est via la lecture que vous allez obtenir les informations et la connaissance. On en parlait dans les guidelines juste avant. Lire un sujet complexe avec des informations complexes dans une autre langue, donc une langue qui n'est pas la nôtre, mais ça peut vite raccourcir le temps de lecture et limiter les apprentissages au final. On est bien d'accord. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est d'être extrêmement motivé et de persévérer au début. Au début, c'est toujours plus difficile, et puis vous verrez que vous allez comprendre de mieux en mieux au fur et à mesure de vos lectures. Le deuxième, conseil que j'ai, c'est de se familiariser avec les termes utilisés, le design et les présentations des papiers. Je vous dis ça parce que les papiers, vous en avez un exemple ici, qui est un papier publié dans une très grande revue. Les papiers sont toujours écrits de la même façon. Au fur et à mesure que vous allez vous familiariser avec la lecture des papiers, vous verrez qu'ils sont organisés exactement de la même façon. Vous allez repérer les mots là où il faut les repérer. Vous verrez qu'on commence toujours par un background qui est rationnel, qui permet de faire l'état de l'art, hein, de ce dont on parle. Un paragraphe méthode qui, lui, va expliquer le design de l'étude, les patients étudiés et puis ce qu'on étudie. Et les résultats qui vous sont donnés sans aucun jugement de valeur, et ensuite on va discuter des résultats et conclure. Vous verrez que d'un point de vue anglais, les écrits scientifiques sont très simples. C'est la plupart du temps sujet, verbe, complément. Et que les mots sont systématiquement toujours les mêmes. On utilise d'un papier à l'autre très très peu de mots pour construire le manuscrit. Et que quand vous commencez à être familiarisé à tout ça, ça devient extrêmement simple de comprendre ce qui s'y passe, puisque vous retrouverez toujours les mêmes mots, comme the summary, comme quoi d'autre, patient refers, c'est pareil, all patients were diagnosed, c'est pareil, voilà. Vous avez toujours la même chose, et puis des termes, des adverbes comme usually, voilà. Je ne vais pas tous vous les faire, mais c'est systématiquement les mêmes mots qui ressortent dans les articles scientifiques. Donc familiarisez-vous avec ça, et après quelques lectures, ce sera de plus en plus simple. Un autre conseil, et je pense que c'est le plus important, c'est de lire un maximum dans votre domaine. Ça va devenir extrêmement simple et vous allez devenir à l'aise avec les termes utilisés parce qu'ils sont toujours les mêmes en fait. Si vous changez de domaine de lecture, si moi par exemple je lis uniquement presque, pas que, mais presque en pneumologie, quand je lis un papier sur, je sais pas, la chirurgie d'épaule, je suis perdu. Je suis un peu perdu parce que j'arrive pas, il y a des termes que je connais pas. Si vous passez d'un domaine à l'autre, c'est ce qui va se passer. Mais si vous lisez dans votre domaine, celui qui vous intéresse, vous allez devenir un peu un expert de tout ça, et puis ça sera beaucoup plus facile, vous le verrez. Voilà, pour terminer, je voulais vous parler de l'écriture de l'anglais. Donc, si vous voulez écrire l'anglais, c'est peut-être que vous désirez publier dans une revue internationale, et puis je vous en félicite, ou vous avez des projets de proposer un abstract à un congrès, les abstracts s'écrivent en anglais, pour pouvoir intervenir à une session poster, etc. Donc, bien sûr, pour ça, il vous faudra maîtriser la littérature de votre domaine, on l'a dit, et être très familier avec les termes que vous emploierez. Ça, c'est un premier point. En fonction de votre niveau d'anglais, il y a deux options qui s'offrent à vous. Soit vous ferez appel à un traducteur pour vous traduire en fait complètement votre manuscrit de français à anglais, donc vous l'aurez écrit en français.
Personnellement, je trouve ça un peu dommage, et c'est dommage parce que vous n'allez pas améliorer votre niveau dans ce cas-là. Et la solution que je préfère, moi, c'est écrire directement en anglais. Alors ça demande un peu de travail, mais au final, vous ne risquez rien puisque vous ferez relire quand même votre travail par un expert, un professionnel ou un ami qui est native, qui lui vous corrigera en fait les formulations, les tournures de phrases, et vous allez apprendre à écrire. Et quand on apprend à écrire, en général, on est meilleur à l'oral et en termes de compréhension aussi. Pour vous aider à rédiger, le premier outil qui vous paraît assez logique, c'est Google Trad. Bien sûr, vous avez tout instantanément de traduit. Et moi, ce que je préfère, c'est Lingui. Lingui, c'est un site que je vous montre là rapidement, qui vous permet, en fait, si vous tapez euh, une suite de mots, une phrase, de retrouver la même phrase, donc la même tournure de phrase. Vous voyez, c'est un site qu'en fait qui va indexer ou rechercher dans d'autres sites internet qui sont traduits dans deux langues, en français et en anglais par exemple. Donc souvent des sites du Parlement européen, j'ai remarqué, mais des sites canadiens. Et vous allez pouvoir avoir en fait des phrases complètes. Par exemple, vous voyez, vous avez des phrases complètes. Et c'est extrêmement utile pour construire des paragraphes et écrire en anglais quand on n'est pas sûr de comment formuler une phrase ou une autre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un outil que je vous conseille si vous avez un jour à écrire un peu en anglais, etc. Donc en conclusion de cette petite capsule, je voudrais, voilà, je vais juste dire que l'anglais de toute façon est incontournable en médecine et en sciences en général, et que si vous voulez vous informer et lire de la littérature à haut niveau, et ben, c'est par l'anglais que ça passera, bien évidemment. Sachez il y a des outils en ligne qui vous aident, on en a parlé, hein, pour ne pas les reciter, le SysMef, Google Trad et Lingui surtout, qui vont vous aider à ça, et puis à apprivoiser l'anglais. N'hésitez pas à vous lancer, lire, écrire et parler, c'est en lisant que vous écrirez mieux, et c'est en lisant, en écrivant que vous parlerez mieux également. Et puis, voilà, juste pour terminer cette diapo, c'est logique qu'il y ait une langue commune pour rassembler toute la connaissance. Parce que la connaissance, comment dire, c'est plus raisonné qu'un seul groupe apprenne une seule langue plutôt que chaque personne du groupe doive apprendre 1000 langues au final. C'est pour ça que tout de la littérature est résumée sous une langue qui, pour le coup, est la langue anglaise, parce qu'elle est probablement une des plus simples à apprendre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée. Je vous dis à bientôt pour le CIFEPK 2018.